Peu après la place Maubert et ses revendeurs de mégots, au numéro 17 de la rue de Pontoise, se trouvait, comme me l'avait déjà indiqué mon ramasseux, la fourrière de la préfecture. Conformément au plan de nos dames militantes, une voiture, qui ressemblait à un fourgon pour prisonniers, attendait garée non loin de la porte, près de l'entrée de la maison à 6 étages qui venait d'être élevée à la place d'un ancien entrepôt de charbon de bois et de terre. C'était maintenant un mois de juillet, selon le scénario qu'elles avaient mis au point. Je demandai à Hector de monter la garde devant la porte, au cas où, puis dépassai le Liberté, Égalité, Fraternité peint en grosses lettres noires et capitales sur le mur d'enceinte, poussai la grille et me présentai au gardien. Cette retour passé dans 2 heures. Je brandis alors ma carte du Figaro. C'est pourquoi une interview? J'étais tombé sur un client. Je fis la retape, le flattai, insistai sur le fait qu'un journal aussi prestigieux que le Figaro ne pouvait s'adresser qu'à un homme dûment renseigné, l'homme de la situation. Était-il cet homme? Mon flair, que j'avais très bon, m'indiquait que oui, lui assurai-je. Un mensonge pour la bonne cause, qui plaçait ainsi malignement le fonctionnaire de la préfecture dans le club très prisé des types à la cool, ce qui ne manquerait pas de lui délier la langue, même sur les points délicats. Vous ne pouvez pas mieux tomber, je connais mon affaire, et en prime, c'est la bonne heure. La modernité de nos installations va vous épater. Je suis sûr que monsieur le préfet Lauzet sera fier qu'on en parle dans votre journal. Écrivez bien que je vous ai dit que monsieur le préfet est un homme distingué et énergique, un homme efficace, sympathique et bienveillant pour ses fonctionnaires, que c'est tout à fait le préfet de police moderne et qu'on le rêverait si on ne l'avait pas en chair et en os. Notez bien mon nom aussi, Augustin Perrotin, avec 2 R. Je remarquai avec une ironie qui feignait l'admiration l'heureuse rime en un qu'avaient choisi pour lui ses parents. C'est ma brave maman, toujours en train de lire des poèmes, mais aussi d'en écrire. Ah, l'art, chez moi, c'était quelque chose. Alors, vous me la faites cette visite, monsieur Perrotin? Mais comme au Louvre, vendez-moi votre art, je veux tout voir, tout savoir. C'était parti. Bien sûr, m'expliqua-t-il, le chien était fidèle, et souvent eut-il compagnon de l'homme, qu'il accomplit une besogne de police, qu'il éloigna les rôdeurs, se fit sauveteur, gardien ou seconda son maître à la chasse. Mais toute médaille a son revers. Abandonné, le chien pouvait s'attaquer aux passants. Si à temps de la rage, il devenait même un danger public. Empêcher la divagation de ces animaux était donc impératif. Les médecins et les hygiénistes ne cessaient de réclamer que les mesures prises à l'encontre des chiens errants fussent particulièrement sévères. Pensez, tout de même, la rage. On dirait que les amis des chiens ne savent pas ce que c'est. Quant au surnom que ces excités donnent à monsieur le préfet, c'est tout bonnement intolérable. Je n'eus même pas besoin de le pousser. L'oser, le canicide, quelle honte! Un homme qui a son travail et la protection des Parisiens tellement à cœur qu'on le traite d'assassin pendant qu'on y est. Quelle méchanceté, quel manque de respect! Mais alors, monsieur Perrotin, qu'y a-t-il de si moderne à la Fourrière? C'est la nouvelle machine. La nouvelle machine. Il faut que je vous explique. C'est exactement pour cela que je suis ici. Autrefois, commença-t-il à me raconter avec une sorte de frisson dans la voix, on abattait les chiens au bout de 2 ou 3 jours, à coups de massue ou de hachette sur le crâne, à la manière des abattoirs ou des équarrissages. Ensuite, sous Napoléon III, ah celui-là, on ne le regrettera pas. On les pendait par paquets de 5 ou 6. Une fois soulevés, on les laissait agoniser ainsi, tout pendillant. L'agonie était longue, souvent plus d'1 heure, car la force de la strangulation, avec ce procédé, est insuffisante, si vous m'excusez ce point technique. C'étaient alors des gémissements atroces qui faisaient se plaindre les voisins de la Fourrière. Ça ne facilitait pas le travail. En plus, il y en avait toujours pour survivre, et il fallait, comme avant, les achever d'un bon coup sur le crâne. Non, tout ça n'était pas rationnel. Il est même arrivé que des nouveaux venus dans le quartier, à cause du bruit, aillent au poste de police pour signaler un crime. Mais vous ne prenez pas de notes? Allons, monsieur Perrotin, c'est l'interview moderne. Écoute et concentration.
Je suis journaliste au Figaro tout de même, et au Figaro, nous avons de la plume, mais aussi de la tête. Tout est là, gravé. Vous serez surpris. Ah bon? C'est donc ainsi qu'on procède, dit-il tout à la fois perplexe et impressionné. Mais je vous en prie, monsieur Perrotin, nous en étions au signalement de crime qui n'en était pas. Vous voyez comme je me souviens. Tout ça pour vous dire que la manière ancienne avait vécu. La technique moderne a aujourd'hui fait son entrée à la fourrière. Depuis quand exactement? On aime bien la précision au Figaro, vous savez. Depuis 1879. Mais la machine de 1889 est considérablement améliorée. Pensez avec la rapidité du progrès. Alors, en quoi consiste cette révolution? C'est un appareil à asphyxier qui fonctionne au gaz d'éclairage. Maintenant, on peut traiter les chiens par groupe de 30 ou 40, voire un peu plus si besoin. En 25 minutes, le tour est joué. 10 minutes pour le remplissage de gaz, 15 pour l'agonie. Rien que la semaine dernière, on a eu un afflux et il a fallu éliminer 1320 chiens exactement. 4 traitements par jour en mourant bien. Sans la machine, nous n'aurions rien pu faire. C'est qu'on a un rendement à respecter. Mais nous y sommes. Le lieu du supplice n'était guère spacieux. Une cour à peu près carrée de moins de 5 mètres de côté. Contre le mur, sous un petit toit, une cage roulait sur des rails et s'enfermait dans une grande boîte en fonte qu'on pouvait clore hermétiquement. À cette boîte était adapté un tube. C'était par là que s'échappait le gaz asphyxiant, m'informa fièrement Augustin Perrotin. Vous avez de la chance, ça va commencer. Salut les gars, tout est prêt? Les bourreaux, au nombre de 4, en tablier et blouse, les manches relevées, ressemblaient à s'y méprendre à des garçons bouchés. Par la porte du fond, des galvaudeurs arrivaient avec leur prise du jour. Je croyais qu'on laissait en garde 2 ou 3 jours pour permettre aux maîtres de récupérer leurs chiens perdus. Oui, en principe, décret du 22 juin 1882. Il récita alors l'article de loi sans jamais reprendre son souffle. Les chiens amenés en fourrière pourvus d'un collier portant l'adresse des propriétaires ne doivent être abattus qu'à l'expiration d'un délai de 3 jours francs, pendant lesquels les intéressés peuvent venir réclamer leur bête. Puis il inspira profondément. Mais, comme je vous disais à l'instant, ces jours-ci, c'est le débordement, la place manque. On a des consignes pour le traitement de masse et moi, je respecte les consignes, c'est tout. Qui nous demande aussi de trier les vrais chiens de luxe qu'on propose à la revente. Pour le reste, pensez qu'on a tout de même vu passer 13 600 chiens rien que l'année dernière. Et ça devrait être un peu plus cette année. De toute façon, les maîtres ne viennent que rarement et jamais à temps. Vite, chaque bête était prise par la tête à l'aide d'une ficelle terminée par un anneau et d'un mouvement brutal jetée dans la cage bientôt remplie. Il faut voir pour savoir, m'avait dit Adrien Marx avant l'atelier de torture Mangel. J'hésitais. Puis j'eus une très mauvaise idée. Je fermai les yeux. Monsieur Perrotin ne me regardait pas. Il suivait avec attention le bon déroulement de la consigne et commentait en homme de la situation. J'entendis la cage rouler et s'enfoncer dans l'affreuse prison. Mon corps fut saisi d'un frisson désagréable. Les yeux clos, maintenir l'équilibre s'avérait difficile et je vacillais. « Le robinet du gaz est ouvert !» clama le fonctionnaire. D'abord, pas un bruit. Sans doute surpris par la nuit qui tout à coup les enveloppait, les chiens se taisaient. Puis, contre les parois en fonte, des frôlements légers se firent entendre. Les pattes remuaient, les ongles s'acharnaient avec inquiétude contre les barreaux. Maintenant, des grognements sourds s'échappaient, mêlés de petits aboiements. Puis vinrent les pleurs, les lamentations, qui grandirent, montèrent, enflèrent. Les chiens jappaient, hurlaient, grondaient, pleuraient tout à la fois. C'était un indescriptible vacarme de chiens affolés. Mon estomac implorait la délivrance, et je ne sais comment je trouvai à cet instant la force de me retenir de vomir.
Insensiblement, l'effroyable bacchanal s'apaisa. L'asphyxie emplissait la boîte. Les hurlements se raréfièrent. Ce n'étaient plus que des jappements entrecoupés de silence, des hoquets qui allaient faiblissant. Puis plus rien. J'ouvris les yeux. Autre très mauvaise idée. La boîte en fonte libéra la cage, qui roula en sens inverse sur les rails. À l'intérieur, c'est difficile. Même après tout ce temps, c'est difficile. Ce n'est pas un mauvais souvenir, ce n'est pas une image de cauchemar. Ce n'est pas un souvenir, ce n'est pas une image. C'est à chaque fois la réalité. Celle de ce premier lundi de décembre 1889. Les chiens morts, couchés les uns sur les autres, la langue pendante et les yeux rouges, les ongles arrachés, dans une odeur de pisse et de merde insoutenable. Voyez comme le procédé est rapide. Ainsi, c'est tout de même plus humain. Bon, on va remettre ça. Le plan. C'était le moment du plan. Et si je vous achetais tous vos chiens? C'est une blague. Non, pas du tout.